Voici notre premier rider. Je vous propose d'accueillir Laurent. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Nelly. Merci Voilà pour mon votre ticket. ticket, vous êtes prêts? Absolument, Allez, on y je vous va. invite à prendre place. Découvrez très prochainement le roller coaster de Laurent Vronsky, directeur général du groupe Airvor. Pour lui, l'entrepreneuriat n'est autre que le mur de la mort. Vous êtes toujours dans le mur de la mort et il ne faut jamais l'oublier. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Roller Coaster Show. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà monté sur un roller coaster? Bien sûr. Est-ce que vous aimez les sensations fortes? J'adore les sensations fortes. Pour maintenant le roller coaster, bon, j'ai un petit peu passé l'âge, mais non, mais j'aime toujours les sensations fortes. Vous êtes plutôt la personne qui a les devants, les bras écartés ou plutôt en retrait? Bah, moi, je fais les courses de moto anciennes. Ah, on va en Donc, parler. Donc j'aime les sensations fortes, ouais. J'ai vu votre dessin, on le voit là. C'est un dessin assez incroyable. On a une fibre artistique quand même dans votre personnalité. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment a commencé votre aventure, qu'on comprenne un petit peu le parcours de Laurent? Alors, si vous me permettiez, je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'histoire de ce dessin. Bien sûr. Parce que donc, vous m'avez très gentiment invité dans votre émission en donnant le thème du roller coaster. Sauf que le roller coaster, on sait toujours qu'on arrive à destination. C'est juste qu'entre le point A et le point B, on va vivre des émotions fortes, vous l'avez souligné. Mais on sait qu'on arrive à destination. Et moi, je pense que le parcours de l'entrepreneur, on pense savoir où on veut aller, mais on découvre au fil du temps comment on va y arriver. Et on n'est jamais garanti de rien. Il n'y a pas de sécurité. Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai choisi le mur de la mort, qui est quelque part, c'est un roller coaster, puisqu'il y a beaucoup d'émotions fortes. Et donc, il y a pour moi deux symboles derrière ce dessin. D'abord, mon grand-père faisait des courses de moto dans les années 20, et il a fait le mur de la mort. D'accord. Et quand vous faites le mur de la mort, donc c'est un cylindre, et vous tournez avec une moto, et donc c'est la force centrifuge qui vous plaque toujours sur la surface du cylindre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, vous défiez l'équilibre, Ouais. ce qui est un petit peu le rôle de l'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui a toujours, une fois dans sa vie, eu raison contre tout le monde. Exactement. Genre, vous avez tous vécu ça, tu n'y arriveras pas, et machin, ça. Ça, c'est le mur de la mort, parce que c'est complètement contre-intuitif. Deuxièmement, dans le mur de la mort, ce qui est très important, c'est que c'est pas forcément de rester plaqué sur le cylindre. C'est que, comme vous avez la force centrifuge qui vous plaque sur le cylindre, vous avez le sang qui quitte votre tête et qui va, je dirais, dans le reste de votre corps. Donc, il y a un moment donné où il faut savoir décrocher. En clair, il ne faut pas avoir la grosse tête. Si on a la grosse tête dans le mur de la mort, lui, il ne ment jamais. Donc, si on a la grosse tête dans le mur de la mort, ben, on finit par terre. Et donc, l'entrepreneuriat, que vous soyez Jeff Bezos ou un petit entrepreneur, vous êtes toujours dans le mur de la mort. Et il ne faut jamais l'oublier. Jamais oublier d'où vous venez et jamais oublier qu'à n'importe quel instant, vous pouvez finir en bas. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image du mur de la mort. Et donc sur le dessin, on voit qu'il y a des spectateurs. Qui sont-ils? Alors, les spectateurs, vous voyez, il y a un petit monsieur qui est en cravate. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir faire ce que vous faites, mais qui n'osent pas le faire, qui ne veulent pas le faire, qui ne peuvent pas le faire. Enfin, il y a plein de raisons. Alors, ils sont, pour les plus bienveillants, ils admirent le fait que vous tourniez dans un cylindre et que vous défiez l'équilibre. Après, vous avez ceux, mais ça, on va pas sur le dessin, qui vont vous dire, il y a qu'à, faut faire ci, faut faire ça. Alors, eux, ils le feraient pas. Donc, vous leur dites, tu sais quoi, tu prends la moto, puis tu vas me montrer. Ah non. Bon. Puis après, il y a ceux qui vous disent c'est scandaleux, vous ne devriez pas faire ça, c'est complètement dingue, je veux dire, à quoi ça sert de défier la mort comme ça, il y a plein de raisons de mourir, c'est stupide ce que vous faites. Donc, je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent vont faire un petit parallèle entre le mur de la mort, c'est pas du tout sordide, et ce que nous vivons en tant qu'entrepreneurs. Et est-ce que finalement, être entrepreneur, c'est pas justement une fois que les choses sont faites qu'elles paraissent évidentes? C'est toujours facile après, vous savez, quand je veux dire qu'on a toujours les réponses après. Et je pense que on peut disserter sur le sujet pendant des heures et des heures et des heures, mais je pense que c'est avant tout un mode de vie. Je crois beaucoup, si vous voulez, au fait qu'entre entrepreneurs, on doit se faire la courte échelle, intra-génération, intra-marché, intra-produit, etc. Mais tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés aux quatre coins de la planète, c'est dans leur ADN. Tout à fait. On ne peut pas aller à l'école de l'entrepreneuriat, dire tiens, je vais prendre des cours d'entrepreneur. Eh ben, c'est pareil, moi je connais des gens qui ont fait ça. Alors, en France, ça a été interdit, malheureusement, mais ça existe dans d'autres pays. Les gens qui font ça,
c'est pareil. Il y a un sens très bizarre. Et quand vous voulez le faire, il n'y a pas d'école pour ça. Hein. Non. On vous fait faire un petit tour en bas. Et le type dit tout de suite, non, mais c'est bon, on arrête là. C'est pareil, hein, quelque part, l'entrepreneuriat. C'est exactement ça, c'est une aventure sans fin. Sans fin. Même si vous avez le sentiment parfois de tourner en haut, vous voyez. Exactement. Alors, on rentre dans le wagon. Est-ce que vous êtes prêts? On est sur c'est bon. La rampe de lancement. Est-ce qu'on peut commencer sur votre aventure, nous expliquer un petit peu comment vous avez commencé cette aventure entrepreneuriale? À quel moment ça vous a pris? Alors, moi, je n'ai pas grand mérite parce que je suis né dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Et j'oserais dire d'entrepreneuse. C'est-à-dire que mon père a été chef d'entreprise, ma mère aussi, ma grand-mère aussi, mes tantes aussi, oui. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de mérite, si vous voulez, parce que j'ai baigné là-dedans. Et puis, je viens d'une famille je suis d'origine russe, et donc nous, on a dû quitter, ma famille a dû quitter son pays, non pas parce que l'herbe était plus verte ailleurs, mais parce qu'il y avait des vrais risques pour eux de continuer à survivre en Russie. Ils sont partis après la Révolution, donc les années 20, la Première Guerre mondiale, etc. Donc ils sont arrivés en France, c'était ça leur capitale. Hein. Dans les films, on voit toujours, si vous voulez, les Russes immigrés qui avaient des hôtels particuliers sur la Côte d'Azur. Il y avait peu finalement. C'était pas notre cas. Et donc il y a une forme de, si vous voulez, d'atavisme où on nous a appris, à mes cousins et à ma sœur, à ne dépendre que de nous-mêmes. Et en plus, ma famille, je ne suis pas en train de pleurer à l'antenne. Non, bien sûr. Mais donc, une première fois, les bolcheviks, et la deuxième fois, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, on a tout perdu 2 fois. Mais des entrepreneurs se redressent toujours. Ben voilà, les entrepreneurs, vous voyez, ils commencent en bas, là, tout en bas du cylindre. Hein. Puis ça monte. Et donc, ça peut descendre très vite, ça peut monter très vite. Donc, ça veut dire qu'il faut apprécier les bons moments. Et puis, je dirais essayer de trouver l'énergie constante pour ne pas se décourager quand on tombe. Donc moi, je suis un pur produit académique. Donc j'ai fait des études de mathématiques et de physique. Et j'ai fait aussi des études de théologie. D'accord. Je les ai fait en même temps que les mathématiques, parce que je pense que c'est la même chose. Mais ça, c'est une autre discussion. Et après, je suis un pur produit financier, puisque moi, j'ai fait toutes mes classes aux États-Unis. Et j'ai fait l'université de Chicago, qui est le temple du libéralisme. Alors, peu importe ce que les uns et les autres en pensent. Moi, je suis un financier qui a mal tourné. Puisque ma promo, il y avait 49% qui allaient dans le conseil, 49% qui allaient dans la banque d'affaires, et puis 2% d'inclassables qu'on appelle les divers. Donc moi, vous je êtes fais partie des divers. Donc moi, quand j'étais petit, je faisais du mécano et des maquettes. Et j'ai toujours trouvé que l'industrie, si vous voulez, c'était l'art de transformer la matière. Mm-hmm. Et donc, ça n'intéressait personne dans les années 90, l'industrie. Moi, je voulais absolument être indépendant. Et on pouvait reprendre des entreprises industrielles pour pas cher. Donc, vous êtes à la base plutôt dans la reprise d'entreprise. Oui, donc alors j'en ai repris plusieurs. Et puis, j'ai créé aussi une société qui prend des participations, qui fait du private equity, donc qui prend des participations dans toutes sortes d'entreprises. Parce que pour moi, c'est ma formation continue. Et comment vous avez justement commencé ce démarrage de reprise d'entreprise? Vous êtes dit plutôt que de créer votre propre entreprise, je pars sur la reprise. Ça a été quoi le déclic? Parce que si vous voulez, beaucoup de gens pensent, à tort ou à raison, qu'il faut avoir une idée géniale. Toujours. Bon, on va monter sur une montagne, Dieu vous parle, vous avez une idée géniale, ça y est. Alors ça existe dans certains cas. Mais vous voyez, par exemple, là, dans les 5 ans à venir, vous allez avoir un nombre d'entreprises incalculable, avec des dirigeants à la tête qui sont plus près, je dirais, de la fin du mur de la mort que le début. Et il y a des problèmes de succession. Oui. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir l'idée géniale. Simplement, vous pouvez avoir l'idée de faire différemment. Vous voyez, je croise mes jambes comme ça, mais je peux les croiser comme ça. Donc, moi, je n'ai pas eu d'idée géniale. Simplement, j'ai cru en quelque chose. J'ai cru, si vous voulez, en industrie française. Alors, je ne suis pas en train de faire des grandes phrases, mais parce que je connais l'Allemagne et je me suis dit, je comprends pourquoi eux, de l'autre côté du Rhin, avec la même monnaie, la même zone géographique, ils font des trucs super et nous, on ne pourrait pas le faire. Et donc, j'aimais bien l'idée de faire déjà différemment. D'aller sur un champ, personne n'allait m'embêter parce que les compresseurs d'air, ça fait rêver personne, ça impressionne pas les filles. Hein. Et moi, j'ai vécu la bulle Internet. Donc l'histoire actuelle, j'ai déjà vécu. Hein. Donc c'est sûr, vous dites, alors là maintenant, la dernière mode, si vous dites, je suis dans l'intelligence artificielle. Bon, si vous voulez, quelque part, l'intelligence artificielle, c'est l'inverse de la bêtise naturelle. Mais c'est une mode. Tout à fait.
qui a bousculé le métavers, qui ira vers autre chose demain. C'est un truc. Si je vous dis je suis dans l'intelligence artificielle, alors tout le monde va faire oh ah. Si je vous dis voilà, j'ai trouvé une idée, je vais faire des croissants différemment. Bon. Là, c'est moins. Alors les compresseurs d'air, vous imaginez. Là, vous êtes. Sauf que voilà. Il en faut. Oui, bien sûr, mais écoutez, c'est ce qui me permet de vivre, de prendre du plaisir à faire ce que je fais. Et je pense, je le dis très modestement, d'être utile parce qu'on est dans beaucoup de process industriels. Donc moi, j'ai repris une boîte qui intéressait personne, un secteur qui intéressait personne. Et j'ai trouvé, si vous voulez, non seulement une raison de faire les choses, et puis également le moyen, vous voyez, d'être économiquement indépendant. Et donc, ce roller coaster qui est le vôtre, est-ce que c'est plutôt un roller coaster qui est sur une pente douce ou vous avez connu également des moments compliqués d'entreprise, comme toute entreprise? Parce que quand on est dans la reprise, il y a quand même une faculté à comprendre l'environnement dans lequel on investit, parce que forcément, il faut savoir où on met les pieds et on peut avoir des surprises. Et, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face dans vos reprises d'entreprise? Ah oui, je pense que c'est vraiment intéressant que vous posiez la question, parce qu'on a parfois cette image, qui est une image complètement fabriquée, artificielle, que beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi se sont levés un matin, ils ont dit « il est génial ». C'est formidable, ils ont créé une boîte, ça prend 2 secondes, ils ont passé un coup de fil, ils ont levé 4 millions d'euros, au bout de 5 ans, on l'a racheté 40 millions, ils sont devenus multimillionnaires, et donc ils se sont achetés une magnifique villa sur la Riviera. C'est évident. Oui, c'est évident, en fait, c'est facile. Bon, alors la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. D'abord, les chiffres démentent ça. Pour un type qui réussit, vous en avez 150 000, et c'est toujours la même image. Tout le monde ne peut pas faire ça. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Mais il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Moi, j'ai été chef d'entreprise à 25 ans. J'ai pu l'être, pas parce que j'avais une entreprise florissante, parce que c'était une boîte qui allait pas bien. Et au bout de 3 jours de prise de direction de cette entreprise, j'ai eu une menace de grève générale. Ah oui. Oui, donc là, ça commence. Donc là, vous êtes dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé pas en montant progressivement dans le cylindre, mais moi, j'ai commencé tout de suite tout en haut, là, c'est-à-dire au niveau des difficultés. Avec donc des gens qui menacent de grève générale, le banquier qui commence à appeler 5 fois par jour, ça c'est toujours mauvais signe. Ah, quand ils appellent en général, c'est mauvais signe. Les concurrents prédateurs qui font en sorte que, bien sûr, on met bien la tête sous l'eau, etc. Et comment vous sentez à ce moment-là, en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous êtes entouré? Comment vous arrivez à sortir la tête de l'eau, prendre ce recul? Parce que c'est souvent le cas dans les chutes des entrepreneurs, c'est la prise de recul est quasiment impossible parce qu'on a l'impression que quand on nous touche à l'entreprise, on nous touche à nous. Il y a une espèce de comment dire, on se personnifie dans l'entreprise en quelque sorte. Comment vous avez pris le recul? Ce que vous venez de dire, c'est fondamental et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les PME qui sont souvent avec des entrepreneurs à leur tête. Alors vous allez me dire, Apple était une PME, mais enfin, quand Jobs a quitté Apple, quand il est parti chez Saint-Pierre, c'était plus une PME. Ouais. Et je pense qu'il n'y avait plus ce lien filial que vous décrivez, qui fait que nous, dans les entreprises de taille, petite ou autre, nous avons un avenir radieux. Parce que face à nous, on a des boîtes qui n'ont plus de sens, qui n'ont plus de goût. C'est la différence entre voilà, le McDo, qui n'a plus de goût, plus de saveur, un mélange des trucs, et puis le gars qui peut vous faire son petit hamburger dans un food truck, vous voyez. Ouais. Bon. Donc pour répondre à votre question, ce qui distingue les entrepreneurs, me semble-t-il, c'est 2 choses. D'abord, c'est des gens qui sont habitués à monter, à gravir l'Everest en tongs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que, pour des raisons, je ne peux pas vous le décrire, mais c'est un fait. Et puis la deuxième chose, c'est la capacité de faire un peu ce que fait la pierre blanche du Sacré-Cœur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Sacré-Cœur est toujours blanc. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il a une pierre spéciale qui a la capacité d'absorber la saleté. Et de ce fait, la pierre est toujours blanche. Eh bien, nous, les entrepreneurs, on est capables d'être des éponges et d'absorber le négatif et de restituer le positif. C'est le yin et le yang, qui est un concept dans toutes les religions du monde depuis des millénaires. Donc,
Moi, je me suis retrouvé avec une voie leçon, j'avais rien à perdre, puisque quand j'ai commencé, je ne l'avais pas. Donc, qu'est-ce que je risquais de ne plus l'avoir? Donc, je dirais, ça vous fait peur, mais quand vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez rien à perdre. Exactement. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, je reprends mon image. Oui. Vous êtes tout en bas, là. Bon, vous commencez à sentir que la moto guidonne. Clac, vous donnez un coup de guidon, vous revenez en bas, vous ne perdez rien. Par contre, c'est quand vous êtes tout en haut, si là vous faites une erreur de pilotage, et que là vous cassez la figure, là vous cassez le pilote et la moto. Ouais. Donc, quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui a merveilleusement réussi, vous êtes annulé, etc., c'est là sans doute l'une des périodes les plus dangereuses, me semble-t-il. Ah, le dérapage est compliqué. Ouais, et puis là vous avez beaucoup de choses à perdre, donc là vous pouvez avoir peur. Mais quand vous commencez dans une boîte qui marche pas, ou qui est vouée à la destruction quelque part, vous avez tout à gagner. Donc, mais ça, vous êtes plongé dans la vraie vie quand même. Hein. Complètement. Mais ce que j'ai trouvé, si vous voulez, quand les gens veulent faire la grève au bout de 3 jours, c'est qu'il y a une raison. En général, ils font pas la grève pour rien. Et là, vous êtes dans le dur. C'est-à-dire que dans des PME industrielles, je dirais, vous êtes en contact direct avec les gens. On est dans des environnements qui sont faiblement politisés. Donc, à moins qu'ils fassent grève, c'est qu'il y a eu un truc très important, très grave. Et là, vous avez repris une société, il y avait combien de personnes? On était 80. Ah oui, ça fait... Ouais. Et on avait des agences dans toute la France. Et donc, moi, mes premières décisions, on a dû fermer toutes les agences. On faisait 80% de notre chiffre d'affaires en France. Et 90% de nos produits étaient les produits standards. Donc, on a pivoté l'entreprise pour faire 90% de notre chiffre d'affaires à l'export et 90% de produits spécifiques. Et donc, vous êtes plutôt un entrepreneur solitaire ou vous êtes toujours associé à des partenaires, des collaborateurs dans le board ou... Alors moi, mon plus grand luxe, c'est que je n'ai de compte à rendre à personne. Ah, ça c'est bien. N'est-ce pas? C'est un luxe. Donc, pas d'associés, pas d'emprunt, j'ai 0 emprunt. Donc, c'est précisément l'inverse de ce qu'on m'a appris à Chicago, puisqu'on, dans les années 80, on vous dit c'est emprunt maximum. La dette. Voilà, la dette. Oui, mais quand il y a la dette, c'est-à-dire que vous avez emprunté, c'est super. Alors, je sais que certains ont dit que quand vous avez 1 milliard d'emprunts, c'est le banquier qui a un problème. Enfin, d'accord, mais enfin, ceci étant, c'est le banquier qui vous tient quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai rien contre les banquiers, mais force est de constater que le gestionnaire de compte moyen d'une banque moyenne, je veux dire, aujourd'hui, le niveau d'incompétence, c'est assez crasse. Donc, ça veut dire que si demain, vous avez un problème, personne ne vous aidera, quoi. Tout à fait. Donc, par contre, je ne suis pas seul. C'est-à-dire que là où je ne suis pas seul, et je crois beaucoup à ça, c'est pour ça que j'ai apprécié dans votre émission et que j'apprécie votre démarche, je pense qu'on doit tous les entrepreneurs, on doit réseauter entre nous et on doit faire du partage d'expérience. Donc moi, je me suis engagé très tôt dans une association extraordinaire qui est Croissance Plus, oui. qui est l'association qui regroupe le plus d'entreprises de croissance en France. Et donc, je suis avec des gens qui sont dans des métiers qui n'ont rien à voir, mais quand j'ai une question existentielle ou un truc, je sais qui appeler. L'entraide entrepreneuriale est là, essentielle. Je ne suis pas seul. Et il faut bien comprendre une chose. On a cette image, on a construit cette image idyllique, hollywoodienne, du chef d'entreprise qui définit les vents et les marées, et on ne parle jamais des chocs émotionnels. Il y a encore cette peur de l'échec, cette crainte de l'échec affiché. C'est beaucoup de choses, vous voyez, c'est pareil. Quand vous êtes là-dessus, je veux dire que le type qui me dit, moi j'en ai jamais rencontré qui m'a dit qu'il n'avait pas peur à chaque fois. Jamais. Bon. Parce que c'est très dangereux. La moto que j'ai dessinée est une moto qui est une Indian qui date des années 20. C'est une machine qui est mythique dans le monde du mur de la mort, qui est un petit monde, pour diverses qualités techniques. Mais vous voyez, vous avez une machine qui a 1 siècle. Donc vous roulez dessus, vous avez toujours le risque de la casse. Bien sûr. Et vous ne savez pas d'où ça peut partir. Et si je vous avais dit, on va avoir une épidémie et on va fermer toute l'économie. C'est la même image. Et donc, on doit gérer des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est-à-dire que les crises, c'est toujours une histoire. C'est un peu la question que vous me posiez. On a toujours les réponses à la fin. C'est-à-dire que, bon, je vais être un peu impertinent, mais les économistes sont généralement très forts pour prédire le passé. Vous voyez ? Mais nous, on ne sait pas de quel côté le missile va tomber. C'est ça. On peut faire tous les business plans du monde. Non, j'ai pas peur, puis ce machin. Mais c'est du pipeau. Je veux dire, par contre, la peur, ça se domine. Et d'ailleurs, c'est Roosevelt qui disait, il faut avoir peur que de la peur. Alors, c'est facile à dire, mais... Et le fait d'être avec des gens
Si vous rentrez dans votre entreprise et que vous avez les jetons et que vous dites à votre équipe, là, ouh, là c'est dangereux, là, attention les gars, là on risque de... Alors, tout le monde va être, je dirais, encore plus traumatisé que vous. Tout à fait. C'est comme si vous êtes dans un avion, il y a des turbulences, le commandant sort, dit, bon, là écoutez, je pense qu'on a 20% de chance de s'en sortir. C'est la panique. Oui. Par contre, vous parlez des chefs d'entreprise. On peut parler librement. On peut raconter des trucs qu'on raconterait à personne. Même à ça nous s'étendre. Vous voyez ? Donc ça, c'est important et ça, il faut le comprendre. Et c'est pas, si vous voulez, la condescendance ou de l'arrogance, mais on n'est pas fait pareil. C'est-à-dire, on a une composition chimique, ADN, qui fait qu'on est différent. Mais on n'est pas en béton armé non plus. Hein. Exactement. Il faut le souligner, c'est qu'on ne peut pas non J'ai plus... eu beaucoup de cas, surtout dans l'industrie, où si vous voulez, c'est comme des rollers. Là, pour le coup, c'est vraiment des roller coaster. Quoi. Vous voyez, il y a des phases d'accélération, de trucs. Alors maintenant, c'est sympa parce que tout le monde va avoir un copain industriel depuis le Covid. Oui. Donc là, c'est bien. C'est sympathique. Mais passer le côté sympathique, je veux dire, faire de l'industrie en Occident, c'est pas facile tous les jours. Donc j'ai eu ma dose de joie, j'ai eu ma dose de peur, de crainte, de frustration. Mais le bilan est positif. Mais ce qui est important, c'est que le bilan soit positif pour vous. C'est-à-dire quand vous regardez dans la glace, vous voyez, vous m'avez gentiment invité, aujourd'hui c'était le jour de mon anniversaire. Bon, en soi, c'est pas très important, mais j'ai donc 60 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai 60 ans de kilométrage. La première personne que vous devez satisfaire, c'est pas votre actionnaire si vous en avez un, c'est vous-même. Parce que de toute façon, il y a une chose, il y a que deux choses sûres dans la vie, c'est la mort et les impôts. Donc vous n'en demandez rien avec vous dans la tombe. Et si vous regardez dans le rétroviseur et vous dites, finalement, par rapport à ce que je m'étais dit, je suis plutôt content, ça ne veut pas dire que vous devez avoir le melon. Hein. Je dirais quelque part, votre passage sur Terre est positif. Exactement. Si vous avez apporté une pierre à l'édifice, avec des valeurs. Et c'est surtout ça aussi qui est important, c'est d'être aligné et se regarder dans le miroir, mais être aussi fier de ce qu'on a fait, en quelque sorte, et de savoir que dans l'industrie, vous apportez une pierre à l'édifice, c'est quand même quelque chose d'important, je trouve. Et de pouvoir fédérer les équipes autour de ça, de ces challenges-là, c'est important, surtout avec cette volonté de réindustrialisation française. Je pense qu'il y a tout un sujet sur ça. Hein. Qui est récente. Hein. Ah oui, il ne fallait pas que ça... Qui est récente et qui est née dans la douleur. C'est-à-dire que les Français, avec un grand F, ont compris ce que ça voulait dire. Parce que le combat de la réindustrialisation, je le dis modestement, moi je le mène depuis 25 ans. Hein. Ouais. Bon, et en clair, vous parliez à des portes fermées. Quand les gens ont compris que la 6e puissance mondiale était incapable de fabriquer des masques, du gel, qui sont des produits de très haute technologie, comme chacun sait, moi j'ai fait partie du consortium pour fabriquer les respirateurs, qui sont des compresseurs bas de gamme. C'était Laurel et Hardy à la tête du truc. Hein. Bon, donc les gens ont compris que là ce coup-là, c'était les masques et le gel, puis après c'était le Doliprane, après c'était le sirop pour la toux, puis un jour ça sera peut-être l'eau et le courant. Ouais. Donc il y a peut-être des vraies questions. C'est sûr. Et après ça, vous faites un passage chez BFM en ce moment. Ça fait un petit moment, mais bon, je dis pas ça du tout mais j'ai eu la gentillesse, enfin les gens, je considère que c'est un vrai privilège. On m'a invité dans une émission qui était assez formidable parce que c'est une émission qui est en direct, donc il n'y a pas de bachotage. Ah oui, là... vous connaissez pas les invités à l'avance. Ah oui. Et vous connaissez pas non plus les sujets à l'avance, enfin vous les connaissez genre 2 minutes avant de rentrer dans l'émission. Et donc c'est du cash, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, j'ai la chance, que je considère que c'est une chance, d'être invité depuis un petit moment. Et donc, voilà, oui, j'y participe. Mais là aussi, je pense que c'est important que les entrepreneurs prennent la parole. Trop souvent, j'entends des chefs d'entreprise qui disent oui, ça ne sert à rien, parce que les politiques qui ne nous écoutent pas. Il y a un truc intéressant. Donc, depuis le Covid, on a renversé les tables. Il y a quelque chose de vachement intéressant. Et il y a eu une enquête, une des multiples enquêtes, mais sérieuse, hein, pas le truc. Juste après le Covid, à qui faites-vous confiance pour redresser le pays ? Donc j'espère qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent à l'instant T. 85% de nos concitoyens font confiance aux patrons de PME. Ouais. Les politiques, c'est 12%. Ce que ça veut dire, c'est pas qu'on est meilleur que les autres. Mais les gens ont vu qui était à la manœuvre pendant le Covid. Ceux qui étaient dans les boîtes. Bien sûr. Qui ont fait tourner le pays. Les gens l'ont vu. Moi, j'étais dans ma société tous les jours, physiquement.
j'ai rien contre la visio, mais j'ai été physiquement. Parce que parfois dans la vie, on ne peut pas faire les choses en virtuel. Et donc, je pense que dans l'esprit des gens, il y a eu un espèce de déclic. Et aujourd'hui, nous sommes légitimes pour porter des sujets qui sont des sujets sociétaux. Moi, je me suis impliqué dans un projet extraordinaire où on construit des écoles là où la République n'existe plus. On fête nos 10 ans et on va ouvrir notre 18e école. Mais moi, je ne suis pas éducateur, pas prof. Mais les problèmes sociétaux issus de l'éducation, je les vis dans mon quartier, dans mon entreprise. Et donc, je me dis, si je n'essaye pas de contribuer, ça va le faire qu'empirer. Je ne suis pas en train de faire une leçon de choses, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs seraient surpris de la portée de leurs paroles aujourd'hui sur des sujets où on ne les attendait pas hier. Ils seraient très, très surpris. Et les gens aujourd'hui sont très demandeurs de ça. Ils prennent de plus en plus la parole. Donc avec les médias, etc., on se rend compte que... C'est important, oui. Mais pas que sur des sujets, vous voyez, si intervenir sur l'industrie 4.0, ça c'est facile. Il y a 350 000 personnes qui seraient ravies d'être sur un bout plateau pour parler de ça, quoi. Oui. Mais si je vous parle, par exemple, de la réforme de l'assurance maladie, il y a moins de monde. Là, il y a moins de monde, vous voyez. Ou tiens, du salaire des patrons. Ah, là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne, oui. Pourtant, c'est des sujets dont il faut débattre. Ouais. Et je pense que l'époque est propice à ça. Donc, vous voyez, on fait un métier passionnant parce qu'on intervient dans notre société, avec un petit S, et on intervient dans la société avec un grand S. Que de bonheur. Sur notre moto. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui est intéressant, vous m'avez posé la question sur les gens qui observent. Après qu'on ait fait ces 3 rondes en haut, qu'on ait tourné, on peut discuter avec le pilote. Et on dit alors, c'est comment, c'est difficile, est-ce que vous avez peur, est-ce que je pourrais moi un jour le faire, etc. Voilà, vous avez tout là. Ouais. Donc notre rôle à nous, on n'est pas éternel sur cette terre, heureusement, c'est de pouvoir transmettre le flambeau. Alors ça, tout le monde va vous le dire. Mais transmettre le flambeau, c'est pas tiens, voilà les clés du camion, c'est donner envie d'eux. Et ça, c'est le prérequis de tout entrepreneur. Parce que le besoin, ça vous tire en arrière. Mais c'est l'envie qui vous tire en avant. Exactement. Donc si vous n'avez pas envie, vous ne ferez jamais rien. C'est ça. On a besoin de travailler. Les gens, ils sont rentiers. Bon, moi, je considère que ce n'est pas une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. Mais ceux qui sont rentiers, ils n'ont pas à travailler. Mais ceux qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de créer des trucs, ils ont envie. Et là, vous pouvez faire 25 fois le tour du film. Et alors, est-ce que pour finir ce looping, ce manège infernal, est-ce que vous pourriez nous partager un conseil justement aux entrepreneurs qui nous écoutent pour les inspirer, pour les rassurer aussi, parce que être entrepreneur, c'est un métier quand même assez fort en émotion. Est-ce que vous avez un mot pour finir Juste de remarques, parce que si vous voulez, je me garderai bien de donner des conseils aux gens, mais je pense que c'est important dans un métier qui est un mode de vie. Il faut bien comprendre ça, c'est un mode de vie. C'est important de s'entourer de pairs et d'être dans des associations, dans des communautés, vous appelez ça comme vous voulez. Mais le jour où vous rentrez chez vous et vous avez le moral dans les chaussettes et que vous avez des pensées pas forcément humanistes et que vous avez juste envie de sortir de la sulfateuse, c'est important de pouvoir décrocher son téléphone ou aller dans un cocktail où on est entre nous et on peut se dire des trucs et on s'aperçoit que tout le monde a vécu la même chose finalement. Et puis, on s'échange les solutions. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui est extraordinaire dans l'économie, et dans l'économie de marché, on ne construit pas l'économie sur l'économie de marché, c'est que même le produit, qui peut vous paraître le plus basique, le plus ancien, on peut le réinventer. Je ne vais pas citer des marques, je vais prendre le pain. Vous n'allez pas me dire que le pain, c'est l'IA. Non. Ça existe depuis des millénaires. Il y a 2 entrepreneurs français de renom qui ont réinventé le pain et qui ont monté des business internationaux avec du pain. Donc, ne croyez pas qu'il faut s'appeler Steve Jobs. Je veux dire, un produit aussi basique que le popcorn qui est sur cette table, vous avez un regard différent, vous voyez des choses que les gens ne voient pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes un génie, il faut garder toujours pareil, il faut garder les pieds sur terre. Mais on va vous expliquer que de toute façon, c'est pas possible, vous n'avez rien compris, tout le monde est assis avant. Je sais tout ça, sauf que moi, je vais le faire. Donc voilà,
faites-le. La seule chose que vous risquez, c'est de réussir. Donc, facile. Merci infiniment Merci, d'être madame. venu sur le roller coaster. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je me suis bien tenu. Hein. Je vous invite à signer votre ticket, Ouh. parce qu'on va faire une super collection. Très bien. Vous avez... Alors moi, j'écris avec un stylo à encre. Ah, bah écoutez. Vous voyez, qui est un très bon produit industriel puisqu'il a plus d'un siècle. Et je remercie tous les auditeurs d'écouter et de partager cet épisode autour de vous. On se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode. Merci à tous.